Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était Podcast spécial Roland-Garros. La 4e journée se termine peu à peu, ici porte d'Auteuil, et Louis Barrigan est avec moi. Hier vous avez eu Philippe Dehaze, et bien aujourd'hui c'est Louis qui est à mes côtés. Salut Louis. Salut Christelle. Et on va aussi saluer Maxime Descamps qui est de l'autre côté de la frontière en Belgique, mais qui nous aide vraiment beaucoup à préparer ces podcasts Évidemment, quotidiens. oui. Maxime qu'on verra demain d'ailleurs, Voilà. qui sera avec nous à Roland-Garros. Il donc méritera c'est magnifique. une grande bière pour être récompensé. Et bien pour, fraîche, parce qu'une bière qui n'est pas fraîche par ce temps-ci, c'est compliqué. Hein. Alors, on avait envie d'aller enregistrer ce podcast au tout dernier étage du cours Philippe Chatrier, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de siège. Donc, on s'est rabattu sur les allées centrales. Mais Sacha Zverev et Thomas Marach ont débuté leur match. Et on a un petit peu le seum, on va le dire comme ça, hein, parce que ça aurait pu être Zizou Bergs face à Zverev pour le match de gala en nocturne sur le Chatrier. Mais voilà. Ça aurait été un vrai beau premier match quand même pour Zizou Bergs ici à Roland sur le Chatrier. Ça aurait été magnifique. On est déçus, et il n'y a pas que par l'élimination de Zizou Bergs qu'on est déçus côté belge. Bah non, Alex Bloks, je m'en suis toujours pas remise perso. C'est vraiment malheureux parce qu'on on s'en parle énormément, mais on le voyait aller loin s'il arrivait à passer demi-nord. Donc c'est vraiment une grosse déception. Par contre, il y en a un qui aura son heure de gloire demain sur le cours Suzanne Lenglen, c'est Raphaël Collignon en 4e rotation. Il va affronter Ben Shelton et honnêtement, alors ça va évidemment être un énorme challenge parce que la terre est très sèche, donc ça va très vite, ça favorise clairement les Américains. Hier, j'ai assisté à la conférence de presse d'Alex Mickelson, il y en a un journaliste américain qui lui disait à quel point est-ce que la terre de cette année et les températures de cette année servent les joueurs américains, et il disait oui, clairement, on est vraiment tous là en train de se dire on va pouvoir aller loin pour une fois. C'est une terre battue qui ressemble un peu, en fait, c'est une surface dure, pas à ce point-là, mais c'est effectivement, et j'ai regardé l'entraînement tout à l'heure de Novak Djokovic qui s'entraînait avec Harrison, un garçon qui joue en double, qui se débrouille plutôt bien, qu'on a eu la chance de voir aussi du côté de Bruxelles, et il servait extrêmement bien. Donc j'ai l'impression que ça sert à tout le monde. Après, faut quand même pas oublier que Raphaël Collignon a un énorme service aussi. S'il est bien adroit quand il commence ce match, il pourrait aussi faire mal parce qu'il sait envoyer des balles à 220 aussi, des grosses premières, quoi. Oui, c'est clair. Après, mentalement, de nouveau, on sait que Raph parfois peut être un diesel pour débuter la rencontre, et sur un grand cours avec du public et tout, il va falloir qu'il gère l'événement. Ouais. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu, mais après, quand on voit ce qu'il a fait dans des grands rendez-vous comme contre Casper Ruud, c'est ça qui est aussi paradoxal, comme tu le dis. C'est vrai que souvent il commence ses matchs un peu timidement avec une première double faute, une deuxième, et après il se met à servir l'acier, comme on peut dire, et dans les moments vraiment chauds, mais il répond souvent présent, et il sait aussi augmenter son niveau de jeu. C'est aussi peut-être bien qu'il soit sur le Lenglen. Il y aura beaucoup de supporters belges qui seront là pour lui. Sûrement plus que de supporters américains pour Shelton, et c'est bien d'être sur un grand cours contre Ben Shelton, parce que s'il était sur le cours numéro 5 ou 7 qui sont des cours beaucoup plus petits, il faut aller chercher la balle 2 fois plus haut sur le service de Ben Shelton, donc ça c'est aussi un point positif. Il saura se reculer, se mettre derrière sa ligne pour pouvoir retourner de loin. Sans toucher les bâches. Sans toucher les bâches, on l'espère. Hein. Oui, parce qu'on va finir par nous charrier ici, nous les Belges, avec les bâches de Roland-Garros. Et c'est pas drôle du tout en fait, parce qu'on pense évidemment très fort à Alex qui a quitté Paris pour aller faire des examens à Bruxelles, et évidemment je vous en dirai plus sur le diagnostic. Par contre, ce qui est bien, Louis, tu disais le cours Suzanne Lenglen, oui, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il joue en 4e rotation. Ça veut dire qu'on ne sera pas avant 5 heures du soir, donc il fera un petit peu moins chaud que ce qu'il a eu au premier tour, parce qu'au premier tour il a quand même un petit peu contre Vukic, il a quand même un petit peu oui, il a accusé le coup un peu de ce match, comme tous les joueurs en fait, on le voit. Raphaël Collignon n'est pas l'exception, ils sont tous comme ça, la chaleur, on n'est pas loin des 37 degrés de ressenti sur le cours de ce que j'ai vu tout à l'heure, donc forcément ça commence à faire très très chaud, donc la condition de nuit sera parfaite pour lui, mais pour Shelton aussi, donc c'est un indicateur un peu qui est en faveur des deux joueurs, mais on aura je pense un gros match vraiment, et un beau show à mon avis.
Novak Djokovic, lui aussi, a un petit peu souffert de la chaleur cet après-midi. Je le disais dans le podcast d'hier qu'il allait jouer en day session. Et normalement, il est quand même souvent en train de demander de jouer le soir. Ils le demandent tous. Yannick Sinner oui. sera demain programmé aussi à midi. Ça va lui faire un petit peu bizarre. On verra comment il va réagir. Lui qui balaye ses adversaires d'un revers de main. Donc, mais ici, oui, effectivement, Djokovic, il a déroulé les 2 premiers sets. Et puis le troisième, là, c'était un tout petit peu plus compliqué. Un peu plus chaud, ouais. Valentin Royer a joué clairement sa chance devant son public. Il a été chercher le 3e set. Mais Novak a rétabli... oui, on a vu un Novak un peu joueur, même à rigoler jaune peut-être parfois, je ne sais pas, mais il prenait du plaisir en tout cas sur un ou 2 aces qu'il pouvait faire. Il commençait à regarder un peu le public pour lui aussi aller le chercher. Donc c'est une bonne chose de voir un Novak comme ça aussi, beaucoup plus détendu que ce qu'on a connu en tout cas. Oui, et toujours très provocateur par rapport au public français. On voit que ça ne le fait pas toujours rire et à la fin il est quand même content de tendre son oreille ou de mettre un doigt sur sa bouche. Oui, c'est une relation d'amour un peu spéciale et il en a parlé pendant son speech à la fin du match. En disant qu'il aurait voulu continuer à jouer pendant des heures et des heures parce que ce public le porte. Donc c'est vrai, et on connaît Novak qui va chercher aussi sa force quand le public est contre lui. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il aime bien jouer contre les Français à Roland-Garros. Oui, parce que là pour le coup, il ne le portait pas vraiment le public. Non, ouais, donc voilà, on a retrouvé un Novak, comme tu le dis, oui, un peu moqueur, mais ça fait partie de la personnalité, on le connaît maintenant. Et le voilà donc au 3e tour. Alors, dans les matchs qu'on a épinglés aujourd'hui, je sais que tu t'es un petit peu baladé dans les allées. Moi j'ai vu l'un ou l'autre match aussi, mais tu as vu le match de Karen Khachanov qui a gagné contre Trungelliti. Le russe s'est quand même fait un petit peu peur. Il menait 4-0 dans le 4e set, puis il a servi pour le match à 5-4 et là il s'est fait débreaker. Il s'en sort finalement au tie-break contre ce dangereux et talentueux argentin qui fait une très bonne saison. Il a fait finale à Marrakech. La victoire de Khachanov est loin d'être rassurante, mais témoigne car la victoire de Khachanov est loin d'être rassurante parce qu'elle témoigne de son manque de confiance dû à une saison très moyenne. Mais comment tu l'as trouvé toi ? Écoute, j'ai surtout trouvé, pour parler de Trungelliti, qu'on connaît un peu moins, j'ai trouvé assez surprenant. Il jouait avec ses propres armes, donc il n'essayait pas de rentrer dans des filières longues du fond de court. Il tentait souvent des amortis, des montées au filet. Donc c'est peut-être aussi ce qui a perturbé le russe. Ouais. Et nous, en tant qu'amateurs de tennis, on aime bien voir aussi des joueurs qui jouent un petit peu différemment. J'avais les Argentins qui étaient derrière moi, qui ne cessaient de crier pour lui. Et ouais, c'était quand même un beau match. Et Khachanov, c'est vrai, il peut vraiment partir à la faute, être très très bien dans un match, 4-0. Et puis vraiment perdre les pédales. Donc assez imprévisible aussi Khachanov, qui a une force et une puissance de service qui sont très impressionnantes à voir en vrai. Oui, il sert à combien plus ou moins ? À 215, comme en fait plein de joueurs maintenant. Ça qui est vraiment super impressionnant. Je regarde les Tirante par exemple, il a servi une première à 225 km/h. Alors je ne sais pas si c'est le panneau d'affichage qui n'a pas fonctionné, mais c'est littéralement dingue que de voir des joueurs maintenant qui tapent tous à 220 leur première balle. Oui, et pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais j'en parlais justement avec Ruben sur le chemin du retour lors de sa victoire, la victoire d'Alex Bloch au premier tour. Et je lui demandais à combien il sert Alex, parce que sur ces petites cours, il n'y avait pas d'indicateur. Oh là là, attends, parce que là, je m'arrête 2 secondes, parce qu'il y a Karolina Muchova qui est juste passée là devant nous. Et quand Karolina Muchova passe, dans ce podcast-ci, on s'arrête et on ne parle plus. non, et Ruben me disait qu'il avait augmenté sa vitesse de service de plus ou moins 10 km/h. Il était à 200-205, maintenant il était facilement à 215 par des petits ajustements qu'ils avaient opérés. Et c'est vrai que je trouvais qu'il servait le plomb, Alex Bloch. Mais bon, ça, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors, Max nous demande de faire une petite mention spéciale à Jesper De Jong, qui est quand même lucky loser. Il a été repêché lucky loser dans ce tournoi et qui passe au 3e tour après une victoire contre Sina. Donc il a une belle opportunité de rejoindre même les 8e de finale puisqu'il affrontera un Karen Khachanov, on l'a dit, assez moyen. Alors il y a un match qui a été assez fou aujourd'hui, c'est celui entre Jakub Mensik et Navone, l'Argentin. Match de fou, 4h40 minutes et probablement le match de Roland Garros pour l'instant. Le Tchèque Mensik s'en sort, 13-11 au super tie-break du 5e set, alors qu'il crampait de partout. Il a fait preuve d'une résilience mentale hallucinante. Il a même fait appel au docteur plusieurs fois pendant le match, qui lui a pris sa tension, même au milieu du 4e set.
Finalement, dans le super tie, Mensik a perdu 2 fois son premier service pour dépassement de temps, tellement il n'en pouvait plus. Et puis, il s'est écroulé à la fin du match et n'arrivait même plus à se relever. Navone a dû donc passer de l'autre côté du filet pour le féliciter. On lui a amené une chaise roulante, mais il n'en a finalement pas eu besoin. Mais quelle bataille, quel guerrier. Oui, ce sera un des matchs de Roland Garros. Mensik, le petit protégé de Novak Djokovic, il est capable de tout faire, ce garçon. Le pire comme le meilleur, et ici en l'occurrence c'était le meilleur dans un combat complètement fou parce qu'il y a 39 degrés de ressenti sur le court, il joue plus de 4 heures, c'est quand même assez dingue face à un Argentin qui a l'habitude d'évoluer même chez lui où il est très très bon dans des chaleurs extrêmement humides, donc c'est dire aussi la performance. Je pense quand même que voilà, l'Argentin est quand même plus habitué à ce genre de conditions qu'un Jakub Mensik, et c'est assez fou ce qu'il a fait. Ça va être compliqué de s'en remettre. Son prochain tour ce sera contre justement Alex de Minaur qui lui arrive frais comme un non. Arrive frais, il s'est pas battu contre Alex Bloks, donc ça va être compliqué quand même de passer de Minaur qui lui non plus lâche rien, va ramener chacune des balles, mais de ce match-là j'ai su voir qu'une trentaine de minutes parce que voilà, je devais aller ailleurs, mais c'est vrai que ça a rameuté en plus de plus en plus de gens au fil du match, et effectivement les gens étaient debout autour du court pour regarder ce thriller. Et on espère qu'il va pouvoir disputer justement son prochain match parce que les forfaits ça tombe à l'appel. Ouais, c'est la crainte qu'on a, on regardait ça tous les deux tout à l'heure, les forfaits, les abandons en cours de match. Et c'est vrai que les conditions sont vraiment terribles. Il faut faire soigneusement sa réhab après les matchs, le bain froid. Et c'est vrai que maintenant, nous qui sommes en presse, on peut le voir. Les joueurs arrivent en presse 1h30 peut-être parfois après leur match. C'est pas toujours direct, surtout pour les gros joueurs. Donc il n'y a pas que le match, il y a aussi l'épuisement mental avant le match, après le match, les sollicitations de la presse. Et tout ça, il faut bien le faire. Et c'est Valentin Vacherot qui est le dernier à avoir déclaré forfait pour ce Roland Garros. Et donc il s'ajoute à la liste de joueurs qui ont déjà déclaré forfait, avec Alex Bloks, avec... en cours de match, il y avait par exemple Norrie qui s'est retiré en plein match, qui était mal. On a eu tout à l'heure Kokinakis qui s'est retiré aussi, l'Australien. Bon, il avait eu un très gros match au premier tour face à Terence Atman en 5-7. Évidemment, comme il n'a plus de match dans les jambes, il a été beaucoup blessé. Oui, et c'est dommage parce que c'est un joueur que tout le monde aime, Kokinakis. On aurait adoré le voir plus longtemps sur le circuit. À chaque fois, il revient, il fait un match extraordinaire et puis on ne le revoit plus pendant des mois. Il nous a d'ailleurs appris parce qu'il a été blessé au pectoral et c'est ça qui lui pose un gros problème. C'est qu'on lui avait mis le tendon d'Achille d'un mort, en fait. C'est pour attacher son pectoral à son épaule. Donc voilà, il a, je suppose, passé des moments qui doivent être extrêmement durs. Avec son copain Nick Kyrgios, ils se sont souvent entraînés ensemble et battus pour faire les grands chelems en même temps. Mais c'est triste de voir Kokinakis qui nous offre à chaque fois grand chelem après grand chelem des super matchs. Et puis on l'apprend qui doit à chaque fois se retirer. C'est des choses qui doivent être extrêmement compliquées pour lui. Donc, les organismes souffrent. Ce qu'on pouvait aussi vous dire, c'est que Roublev passe en 4-7 contre Hugo Carabelli. Décidément, il y en a des Argentins dans ce tableau. 7-6 au 4e set. Très belle victoire aussi parce que l'Argentin est un vrai spécialiste de la terre battue. Le Russe confirme donc, après s'être imposé au premier tour contre le vainqueur de Hambourg et très talentueux Ignacio Buse. C'est vrai qu'il fait parler de lui cette saison. Deux belles victoires qui vont faire du bien à Roublev, qui n'était pas quand même au mieux cette saison. Non, il n'était pas au mieux et j'ai regardé ce match, il est très impressionnant, très serein. Je regardais un petit peu ses statistiques à André Rublev, il a fait quand même un quart de finale dans tous les grands chelems. Ça veut dire qu'il a l'habitude de ces gros matchs, de ces matchs à tension. Ici, il joue un garçon qui a tendance à ramener la balle, qui pourrait l'énerver, l'effriter mentalement, comme on peut souvent le voir. Hugo Carabelli, c'est pas une mince affaire sur terre battue. Son prochain match, et ce sera un très gros rendez-vous, ce sera contre Nuno Borges. Ça, c'est un match qui sera pas facile pour lui. Nuno Borges qui vient d'éliminer lors de son premier tour Kekmanovic. Ce sera pas simple du tout quand même pour André Rublev. Ce sera aussi une grosse bataille. Mais je le sens quand même assez bien. Il s'énerve extrêmement peu et il est de plus en plus solide en revers. C'est vrai qu'on le connaît pour son énorme coup droit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je l'ai trouvé très solide des deux côtés et au service, il a été vraiment impeccable. Toujours avec Marat dans sa boxe. Exactement, toujours gros charisme, Marat Safin. Bon, je ne vais pas te poser la question, mais les femmes ont tendance à beaucoup apprécier. Oui, mais il a un côté un peu rockstar, rock'n'roll que je peux comprendre que ce soit plaisant. Pour rebondir sur ce que tu disais, ce Nuno Borges en grand chelem, en 5-7,
Il est toujours très dangereux parce qu'il est très physique. Il s'est débarrassé donc de Kekmanovic en 4 manches, après quand même avoir perdu la première. Oui, c'est clair, et on avait sorti une statistique à l'Australian Open. C'était le joueur lors de la première semaine qui montait le mieux au filet. Je me souviens, c'est toi qui avais donné cette statistique-là. Donc c'est dire aussi, on en parle très très peu, mais il a des qualités, ce Nuno Borges. Alors je check quand même notre petit écran, Louis, parce qu'on a quitté le cours numéro 14 pour venir enregistrer le podcast, mais Joao Fonseca et Dino Prismic en sont au 5e set. On avait quitté après le 2e en se disant, bon, à mon avis, Prismic va s'imposer en 3-7, et en fait, Fonseca, il doit y avoir une ambiance de dingue là-bas. Ouais, il y avait beaucoup de drapeaux brésiliens, on l'a vu autour du cours. Ouais. Voilà, ils faisaient leur chant habituel, donc ça doit être vraiment la folie sur ce cours. Ouais. Dino Prismic, durant les 2 premiers sets, en tout cas de ce qu'on a vu, qui était ultra solide au service, et Fonseca qui partait très facilement à la faute. Donc ça doit vraiment être un gros rendez-vous. Et le prochain adversaire de ces deux-là, ce sera un fameux Novak Djokovic. Ah bon, c'est motivant. Novak regarde ce match et dit, bon les gars, continuez à jouer, moi c'est très bien pour moi. Et je regardais un petit peu les stats parce que tu en as parlé, mais les fautes directes de Fonseca, ça doit pas être... parce que je trouve qu'il partait extrêmement à la faute oui. dans le premier set, mais poussé à la faute aussi par la qualité de balle de Dino Prismic. Prismic lui prenait énormément de temps sur son verre, il voulait se décaler sur son coup droit, et c'est en coup droit qu'il faisait notamment beaucoup de fautes, ce qui est un peu inhabituel quand même pour le Brésilien. Mais écoute, figure-toi qu'il a fait moins de fautes directes que Prismic. Alors on n'a pas vu les 2 sets suivants, mais il est à 33 fautes directes pour l'instant, 38 pour Prismic. Ça peut vite tourner aussi, forcément les sets sont en sa faveur qui ont suivi, donc voilà, mais il est clair que dans tous les cas ça doit être un gros combat entre quand même 2 joueurs de cette next-gen dont on parle beaucoup. On s'attend à ce que ces deux-là arrivent quand même rapidement dans le top 10 pour prendre un peu cette relève du circuit, quoi. Voilà, et dans le 5e set, eh bien, il n'y a pas de break et Fonseca mène 2-1. Donc ce sera le suspense jusqu'au bout là-bas. Ce qu'on pouvait encore dire, c'est que Rodar a perdu un petit set contre James Duckworth, mais l'étonnant espagnol qui fait parler beaucoup de lui continue sa formidable saison. On l'a vu un petit peu ici jouer, on a regardé quelques jeux. J'ai discuté avec un journaliste italien hier qui me disait le seul qui nous fait vraiment peur avec l'accent, je vais pas te le faire l'accent italien, mais c'est Rodar, parce que et voilà, et donc il le regarde quand même avec inquiétude. Oui, c'est vrai, mais il a un peu cette insouciance aussi, par rapport Rodar. à Sinner, pardon. Oui, bien sûr. Oui. Mais il a un peu cette insouciance, et il a ce calme et cette sérénité qui effectivement font peur à 19 ans. Oui. Il traverse les Masters 1000 comme ça. Il a eu quand même un petit combat tout à l'heure contre Duckworth, mais il passe. Donc c'est tant mieux pour lui. Son prochain tour, ce sera contre Mikkelsen. Donc ça aussi, ce sera quand même un beau combat. Oui, et Alex Mikkelsen qui jouait juste à côté de Fonseca tout à l'heure. Et puisque c'est le protégé de Christophe Ligon, eh bien, j'ai été le voir et il gagnait facilement 2-7-0. Et puis, il s'est fait prendre le 3e set. Il a fini par s'imposer alors que monsieur vient chercher la poubelle juste à côté de nous. Mais il s'est finalement imposé en 4-7, Alex Mikkelsen. Et Christophe m'expliquait dans notre dernier podcast qu'il allait bien jouer sur terre battue cette année parce qu'il le faisait vraiment travailler sur terre. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai été voir, alors Bazavaredi et Mikkelsen à 2, je ne vais pas dire que ce sont ceux qui se déplacent le mieux sur terre battue. C'est pas des terriens, ça c'est sûr. On avait un peu l'impression de voir de temps en temps Bambi sur la glace, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, et effectivement je pense que Mikkelsen ça va être bon, ça, après c'est contre Rodar qui joue maintenant. Oui, donc ça va être un gros morceau, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Le physique et le temps sont des gros atouts qui peuvent changer les matchs, et c'est bien aussi d'apprendre aux Américains de plus en plus à jouer sur cette surface sur terre. Il y en a beaucoup qui ont tendance à un peu même passer cette période terrienne, donc c'est bien, lui il le fait, donc c'est magnifique. Oui, effectivement. Et Alex Mikkelsen, je vais vous laisser écouter ce son que j'ai été chercher en conférence de presse hier. J'en ai profité pour lui demander justement pourquoi il avait choisi Christophe Ligon et ce qu'il aimait bien dans son approche de coach. On écoute Alex Mikkelsen. Yeah, Christoph is amazing. We've been working together since October. And he is just one of the smartest tennis minds that I've been around. He's got a lot of experience not only in tennis and in life, and we talk a lot about other stuff besides tennis. And he is he's a great guide, and he's a great mentor as well as a coach.
And I think all those things combined. Also working on things. My serve's gotten better, the forehand. He's taught me how to move a little better. And he's European, so there's a couple different things like that. But yeah, he's been great. Yeah. Alors chez les femmes, Louis, on va devoir faire un peu plus court parce qu'on a déjà pris pas mal de temps avec ces messieurs, mais la surprise de la journée, c'est l'élimination d'Elena Rybakina par l'Ukrainienne Yulia Starobutseva, 10-4 au super tie-break. C'est la plus belle victoire dans la carrière de l'Ukrainienne, mais c'est surtout une énorme surprise de voir chuter Rybakina. Alors je ne veux pas te charrier, mais rappelle-toi, c'était ton choix pour aller chercher le trophée le 7 juin, non? Le 6 juin. Je la voyais complètement gagner, donc voilà, je me suis vraiment bien planté. Tu vas nous mettre la tournée. C'est obligatoire et je la prends avec grand plaisir, mais elle n'avait jamais mieux fait qu'un quart de finale ici à Roland. C'est quand même assez étonnant d'être éliminée face à une joueuse qui a très peu d'expérience quand même en Grand Chelem comme l'Ukrainienne. Oui, et ce qu'il faut savoir sur cette joueuse ukrainienne de 26 ans, 55e mondiale, c'est qu'elle a un parcours assez atypique. Elle est longtemps passée par le tennis universitaire américain avant de vraiment se lancer sur le circuit pro un peu plus tard. Elle a fait des progressions ces 2 dernières saisons, mais plutôt sur le circuit ITF et Challenger FI, donc Bien WTA 125. Et sur terre battue, eh bien, elle est plus dangereuse qu'on ne le pensait parce qu'elle défend très bien et elle accepte les longs échanges. C'est pas une grosse frappeuse, mais c'est une joueuse solide du fond du court qui varie beaucoup, qui contre bien, et elle peut devenir assez difficile à jouer quand l'adversaire déraille, et visiblement ça a été le cas de Rybakina aujourd'hui. Mais quelle aventure pour cette joueuse ukrainienne qui va jouer contre Potapova au prochain tour. Et il y en a des Ukrainiennes qui performent dans ce Roland-Garros. Elles étaient 3 à jouer aujourd'hui. Svitolina, Snigur qui a été éliminée et Marta Kostyuk qui ne cesse quand même de nous impressionner. J'ai regardé parce que c'est vrai qu'on en parle quand même assez peu, mais elle a 13 victoires de suite. Oui, elle gagne Rouen, elle gagne Madrid, et ici elle enchaîne encore. Elle jouera contre Golubic son prochain tour, donc on peut clairement l'imaginer passer, quoique je ne ferai plus de pronostics parce que quand j'en fais ça tourne au drame. Super impressionnante Marta Kostyuk. Oui, elle a perdu le premier set pourtant aujourd'hui, 7-6, mais après elle s'est bien reprise. Et puis il y a encore cette autre Ukrainienne qui a gagné hier. Oleinikova. Voilà, ouais, avec ses étoiles tatouées avec autour des yeux. Son style particulier, avec un énorme mental et un gros caractère qui, en conférence de presse, qui ne cesse de défendre son pays, de parler de son pays, ce qui est tout à fait honorable, comme le fait Elina Svitolina, qui elle aussi gagne et bat tout le monde en ce moment. Donc c'est vraiment la vague ukrainienne lors de ce Roland-Garros. Svitolina qui a joué contre Quevedo. Pas facile à jouer, une Espagnole qui est vraiment habituée à la terre. Alors, sortie des qualifs, surtout qu'il y avait déjà des matchs dans les jambes. Sortie des qualifs. Elina Svitolina qui n'a jamais mieux fait qu'un quart de finale à Roland-Garros. Elle vient de gagner quand même Rome, elle est complètement en feu. Et son prochain tour, ce sera contre l'Allemande Korpach. Un tour qui est quand même, ma foi, vraiment accessible pour elle. Oui, et tout à l'heure, tu parlais de... Rappelle-moi le nom de cette Ukrainienne, je vais l'intégrer. Oleinikova. Voilà, tu parlais de ses prises de position, etc. Hier, on a eu le malheur d'avoir notre conférence de presse avec Anne van de Winkel, juste à côté de là où elle se trouvait après son match. Et elle parle fort, et donc je crois que sur la conférence de presse de Anne, on entend plus la joueuse ukrainienne que Anne. Mais bon, c'est vrai qu'elle a... Ouais, elle est vraiment là en mission pour défendre la cause de l'Ukraine. Oui, on a l'impression que c'est le cas de beaucoup de joueuses ukrainiennes. Svitolina est comme ça. Kostyuk qui montre des photos de sa famille qui se fait bombarder à 100 mètres de chez eux. Donc elles ont toutes ce mental-là. Moi, je pense que si ça peut les porter à aller loin dans ce tournoi pour une cause aussi importante, c'est quelque chose de très beau. Alors, on a aussi Iga Swiatek qui a déroulé aujourd'hui face à la jeune Bejlek 6-2, 6-3. Par contre, il y a une autre grosse surprise dans le tableau féminin, c'est l'élimination de Yasmine Paolini. Elle a gagné le premier set contre Sierra, mais elle a perdu les 2 suivants. Oui, quand on parle de Paolini, c'est vrai, on a toujours en tête son nom en fait, qui est en plus fort que ce qu'elle n'est maintenant en ce moment en tout cas. Elle a quand même fait des finales en Grand Chelem et dans des gros tournois. Donc oui, c'est une grosse surprise, mais elle joue contre une fille aussi qui se débrouille super bien sur cette surface. Le tableau féminin est quand même vachement ouvert et c'est peut-être pour notre plus grand plaisir
avec notre Elise Mertens nationale qui doit jouer demain et qui a vraiment aussi le champ libre pour avancer loin dans ce tournoi de Roland-Garros. Alors, Rybakina, elle est out, Paolini, elle est out, et Jelena Ostapenko a également été éliminée par Magdalinette. La Polonaise n'a rien lâché en près de 2 heures pour prendre le dessus sur la Lettonne, et qui est quand même était championne accessoirement ici en 2017. Pour la 3e fois, la voici qualifiée pour le 3e tour, Magdalinette, où elle retrouvera sa compatriote Iga Swiatek. Il s'agira du premier duel 100% polonais à Paris. Voilà qui va faire plaisir à nos amis journalistes polonais qui sont là dans la salle de presse. Mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le tableau féminin. Pour le reste, encore un petit résultat à vous donner, c'est celui de Anne van de Winkel, parce qu'elle a perdu contre Madison Keys en simple hier, mais elle a gagné aujourd'hui en double. Elle a gagné en 3-7 avec sa partenaire australienne Maya Joint, 6-7, 6-1, 6-3, et elles ont éliminé les 2 Françaises, Jessica Ponchet et Léolia Jean-Jean. Donc elle prolonge un tout petit peu le plaisir. C'est cool qu'elle continue aussi son parcours ici en double, parce que ça fait aussi qu'engranger de l'expérience quand même. C'est moins forcément important pour ce genre de filles qui se lancent dans le simple, mais ça reste quand même une expérience d'être ici à Roland-Garros, de toujours faire les médias, de toujours jouer devant des gens aussi. Pour Anne van de Winkel, c'est pas commun pour elle tous les jours dans le circuit, donc c'est très bien pour elle qu'elle continue l'aventure. Et il y aura aussi Magali Kempen à suivre en double du côté belge, et puis évidemment Elise Mertens qui essayera d'aller chercher le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès en double. C'est quand même phénoménal avec sa partenaire chinoise. Donc on suivra ça également à partir de cette semaine. Le tournoi de double a commencé. Je te remercie beaucoup, Louis, d'avoir été avec un grand plaisir, Christelle, au rendez-vous. On a vu passer Guy Forget, on a vu il y a du monde Mauresmo, dans les allées de Roland-Garros. Et Moïse Kouame est passé aussi tout à l'heure quand tu étais concentré sur ton explication du... Ouais, j'ai loupé Moïse. Bon, eh bien merci beaucoup à vous aussi d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez pas qu'un numéro très spécial vous attend également depuis hier sur toutes les plateformes. C'est l'entretien que j'ai pu avoir exclusivement avec Kim Clijsters, 1 heure où elle nous raconte un petit peu ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait, les projets qui l'animent, et elle revient sur quelques souvenirs ici à Roland-Garros, sur sa manière d'aborder la terre battue. C'est vraiment un entretien vraiment passionnant à regarder et ou écouter. Sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Et puis comme ça, vous travaillerez votre anglais, parce qu'elle l'a fait en anglais. Évidemment, c'était un peu compliqué pour elle de faire tout ça en français. D'ailleurs, j'ai vu que ton anglais se portait vraiment bien, donc félicitations. C'est gentil. Pourtant, je te dis, c'était pas évident. Hein. C'est pas ma langue maternelle, mais voilà, un peu piment dans la vie, ça fait du bien. On se retrouve demain. On va retrouver nos copains demain, Maxime et David. Demain, tout le monde sera là, donc demain c'est la fête. Et en espérant l'apothéose avec une victoire d'Elise Mertens et de Raphaël Collignon au soir sur le Langlaine. Voilà, et on vous droppera un petit podcast dans la foulée. Et merci beaucoup d'être à l'écoute, merci d'être fidèle. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.